Hey, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui viennent du flop. Ah oui, vous aurez remarqué, pour ceux qui viennent du flop, j'ai pas le même éclairage. Tout simplement parce que je tourne le lendemain, du coup il y a un peu d'éclairage du jour, voilà, un peu de lumière naturelle, ça fait plaisir. D'ailleurs aussi, je me suis légèrement décalé dans le cadre parce qu'avant j'étais à l'extrême gauche. Du coup voilà, je me suis décalé un peu, ce sera beaucoup mieux, je pense. Deuxième partie de la trilogie, donc flop, top et autres films dont j'ai pas encore choisi le titre, mais bon on verra bien. Donc tous les films dont je parlerai plus tard, qu'ils ne sont ni dans flop ni dans top. Après s'être beaucoup énervé sur le flop par plaisir, parce que voilà, on a toute une côté statique. Voilà, donc des films qui m'ont beaucoup énervé. On passe maintenant aux perles de 2016. En tout cas, mes perles à moi, parce que je vous rappelle que c'est mes choix, c'est mon top. Enfin, il y a marqué dans le titre de toute façon mon top. Donc voilà, vous êtes prévenus, je vous préviens évidemment, ça va spoiler, hein, c'est obligé si je veux vraiment donner tous mes arguments possibles. Voilà, même si certains films, j'aurais pas grand chose à dire, juste que je les aurais kiffés et puis c'est tout, voilà. Mais bon, il y aurait quand même à dire. Bref, après avoir parlé des pires films de 2016, parlons maintenant des petites perles, soit mon top 10 des meilleurs films de 2016. Pour commencer ce top donc, numéro 10, The Revenant. Alors non, effectivement, je le mets pas au numéro 1. Pourquoi? Pas parce qu'il y a mieux. Alors, il y a un truc qui était assez incroyable avant la sortie de ce film. Je voyais plein de The Revenant partout, je voyais plein d'affiches dans Metz, etc. Parce que vu que j'habite près de Metz, j'ai vu plein d'affiches partout, avec partout, nominé aux Oscars, nominé aux Oscars, nominé aux Oscars, film événement, machin. Du calme les mecs, attendez que j'ai vu votre film. Je comprenais pas le truc. Il y avait plein partout. Enfin voilà, c'était assez incroyable. Donc du coup, alors oui, le film est extrêmement bien, il est magnifique. Le problème, c'est qu'il est vachement long et long pour rien. Alors voilà, le film, c'est vraiment le seul défaut que je peux reprocher au film, c'est vraiment que c'est extrêmement long, les mecs. Waouh, c'est fou comment c'est long. Bref, donc du coup, je me suis pas mal fait chier au bout de, bon, il dure 2h30. Au bout de 2 heures, je me suis dit putain, bougez un peu, je sais pas. Mais bon, le film en général est c'est un monstre visuel, ce film. C'est un monstre visuel. Alejandro Inarritu, je crois qu'il s'appelait comme ça, qui se prononce comme ça plutôt. Alejandro Inarritu a fait un boulot monstre visuellement. Son directeur de la photographie a fait un truc de fou. C'est un truc de titan. Et pareil, DiCaprio. Alors, je l'ai vu dans Le Loup de Wall Street et je comprends même pas pourquoi il n'a pas eu d'Oscar pour Le Loup de Wall Street, même si c'est pas un film dont je suis fan, voilà. C'est du Scorsese. Et bordel de merde, pourquoi il a payé son Oscar dans Le Loup de Wall Street? Je ne sais pas. Mystère absolu. Bref, il a pu avoir son Oscar pour The Revenant. Beaucoup diront que c'est pas forcément le rôle pour lequel il aurait dû avoir l'Oscar, mais bon, je suis d'accord avec eux. Mais pour The Revenant, les mecs, DiCaprio, je ne l'ai jamais vu dans un état pareil. C'est de l'extrême. Alors je suis sûr et certain qu'il y a eu plein d'autres acteurs qui ont fait de l'extrême pour leur rôle, hein, dans n'importe quel film que je n'ai pas vu sûrement. Mais bordel de merde, DiCaprio. Waouh. J'ai été épaté. Alors là déjà l'attaque de l'ours qui est entièrement numérique, l'ours en numérique entièrement, mais c'est tellement beau visuellement. Même l'ours, franchement, la personne qui ne saurait pas que c'est du numérique, elle se dirait putain, il s'est vraiment fait attaquer par un ours. C'est hallucinant. Alors, par contre, il y a un acteur, donc Tom Hardy, aussi excellent. Bon, j'avais pas plus accroché que ça à Tom Hardy, même si évidemment il a un rôle excellent. Voilà, enfin son rôle, son interprétation est excellente. Mais bon, celle de DiCaprio, elle est hallucinante. Par contre, il y a un acteur, alors je ne sais plus le nom de cet acteur qui a joué dans Labyrinthe, qui a joué dans La Famille Miller. Je sais pas ce qu'il fout là-dedans. Enfin, déjà, il joue pas beaucoup. Et même s'il joue évidemment, mais il joue pas beaucoup, pas plus que DiCaprio et Tom Hardy. Mais je sais même pas ce qu'il fout là-dedans. Enfin, physiquement, enfin, il a pas une gueule à jouer là-dedans. Enfin, je sais pas. Après, il joue bien, mais il a pas une gueule à jouer là-dedans. Mais voilà, DiCaprio. Waouh. Oh, oh. Personne ne lui arrive à la cheville. C'est pas, enfin, personne n'arrive à la cheville. Il y a beaucoup de très bons acteurs, voilà, dont j'ai pas forcément le nom et peut-être pas la connaissance non plus. Mais voilà, DiCaprio au sommet, au sommet. Enfin voilà, d'ailleurs c'est qu'à le dire, au sommet de la montagne, etc. Donc il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est à la fin du film, dernière scène, je me suis dit, regarde la caméra et arrête-toi là. Je me suis dit dans ma tête, regarde la caméra, arrête-toi là et ce serait parfait. Et c'est ce qu'il a fait. Il a regardé la caméra et boum, fin du film. Fin perfect. Voilà. Par contre, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le fait que il poursuit le mec, voilà, parce qu'il a tué son fils. Il veut se venger, il veut le tuer. Et à la fin, le mec il lui dit, ah bah c'est pas en tuant que ça va faire revenir ton fils, couillon, va. Du coup, bah voilà.
J'ai parcouru tout ça, je me suis fait chier à venir comme ça pour rien. Tu fais chier, Tom Hardy. Par contre, le problème des films, c'est que, voilà, hormis le fait qu'il soit assez long et parfois très chiant, enfin c'est vraiment long les mecs, je suis désolé, mais voilà, voilà. Même si c'est rempli de poésie visuellement, voilà, c'est extrêmement long. Par contre, le scénario, il tient genre sur une ligne. Genre, c'est le mec, il se fait abandonner, on tue son fils, il se fait abandonner pour mort, il se fait attaquer par un ours, donc voilà, il est abandonné pour mort, et il va retrouver juste l'assassin de son fils. Alors, c'est vachement court comme scénario, donc le scénario est assez basique, et c'est pour ça, je veux dire, il est vachement long, mais il aurait pu être vachement plus court, je veux dire, que t'es un petit peu les mecs, je sais très bien que vous voulez nous montrer des beaux plans séquences, les plans séquences qui sont magistraux. Mon Dieu, les plans séquences, il y a des moments j'ai halluciné. D'ailleurs la 3D aurait été très bonne, hein. Franchement, le film n'était pas en 3D, a peut-être été tourné en 3D, mais franchement, avec les arbres de partout qui sont dans l'espace, la neige, les branches, l'eau, l'ours, tout ça en 3D, ça aurait été majestueux. Vraiment, ça aurait vraiment ajouté une touche de réalisme au film d'ailleurs. Voilà. Pour ceux qui disent la 3D ça sert à rien machin, c'est pas qu'un gadget les mecs la 3D, c'est pas qu'un gadget, ça peut vraiment avoir une forte utilité sur le film, avoir une forte utilité pour la réalité du film, pour être dans le film avec eux. C'était le cas pour moi pour beaucoup de films, genre Transformers 4 pardon, mais voilà. La 3D aurait été parfaite. Vraiment, c'est dommage de ne pas l'avoir tourné en 3D. Enfin voilà, The Revenant c'est du DiCaprio, voilà, c'est du DiCaprio et du Alejandro Inarritu. D'ailleurs je suis content parce que Birdman, malgré que la prouesse technique était extrêmement, voilà, extrêmement aboutie, The Birdman j'ai pas plus accroché que ça, prouesse technique c'est très bon, mais vraiment le film m'a pas plus intéressé que ça. Et je suis très content donc d'avoir accroché à ce film de Alejandro Inarritu qui a fait son deuxième Oscar du meilleur réalisateur. Vraiment, bravo à lui. Et donc Oscar de DiCaprio, j'ai envie de dire, enfin. Donc franchement, The Revenant, majestueux, magistral, voilà. On passe au suivant. Alors numéro 9, je pense que ça va en surprendre plus d'un. Je reviens pas à moi-même. Numéro 9, Sully de Clint Eastwood. Il faut savoir que, j'ose même pas le dire, mais que je n'ai pas aimé Gran Torino. J'ai pas aimé le délire du film, j'ai pas aimé l'ambiance du film. Je peux comprendre que ce soit un énorme chef-d'œuvre de la part de Clint Eastwood. Je n'avais pas aimé le film. Pour vous dire, je l'ai vu 2 fois. Voilà, donc Gran Torino, c'est même pas la peine. Mais Sully. Alors déjà, Tom Hanks, bordel, Tom Hanks, putain, the actor, pardon, d'Hollywood avec DiCaprio. Enfin voilà, Tom Hanks. Déjà, ça le fait plaisir de le voir à l'écran. Bon, il est un peu vieux malheureusement, mais bon voilà, il est toujours excellentissime. Sully, putain. Et j'avais été voir Oppression alors que j'aurais pu aller voir Sully. Oppression n'est pas un mauvais film. Mais voilà. Sully, putain. Le fait est que j'ai pas grand chose à dire. Le fait est que le film est incroyable. Alors même s'il y a des scènes qui sont vraiment à rallonge, enfin il y a des moments, il y a des scènes où genre à la dernière moitié de ces scènes, je trouvais ça vachement long. Du coup je me suis dit mais le film il est vachement long. Alors que non, il y avait à peine 30 minutes qui s'étaient écoulées du film. Enfin voilà, 30-40 minutes du film. Mais voilà, le film apparaît vachement long. Et putain, ce film est hallucinant dans le sens où le mec c'est un héros, il fait un acte hyper héroïque. Et on trouve encore leur moyen de le critiquer et de trouver des failles dans ses explications. Les mecs, ils viennent sauver 150 personnes, je crois, à mes souvenirs. Ils viennent sauver des centaines de personnes et vous trouvez encore des excuses pour se dire écoutez, il y avait plein de possibilités, vous avez fait ça et c'est pas ce qu'il fallait faire. Et franchement, le fait qu'ils disent de plus en plus oui, avec ça, vous aurez pu faire vraiment autre chose. Et lui il dit mais vous avez pris l'aspect humain du truc. Et alors quand ils ont dit qu'ils ont fait 17 essais numériques, ah on rigole. On rigole. Enfin, on se fout de la... Vraiment, Clint Eastwood arrive vraiment à nous montrer, je me fous de la gueule de ces gens, parce que franchement, qu'est-ce que c'est des petits cons. Et c'est vrai. Donc franchement, voilà. Tom Hanks, son copilote, franchement, voilà. Alors, tiré d'une histoire vraie, franchement, respect au vrai pilote, son vrai copilote, voilà, respect. Sauver des centaines de personnes, c'est juste génial. C'est héroïque. Mais voilà, qui nous montre des images d'archives, c'est génial. Enfin, voilà. Sully, le dernier Clint Eastwood en date, c'est génial. Voilà. Il est que numéro 9, mais vraiment, génial. Merci Clint Eastwood. Je pensais pas dire ça un jour, hein, mais merci Clint Eastwood.
Le suivant va mettre tout le monde d'accord. Numéro 8, The Hateful Eight. Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, oui, je m'en fous. J'aime bien avoir l'accent anglais. Waouh. Alors, je suis pas fan de Quentin Tarantino, hein. J'ai pas été voir le film là parce que je me suis dit c'est un western. J'aime pas les westerns, j'accroche pas à ce genre. Et c'est dans la neige. Ne me demandez pas pourquoi j'aime pas les films dans la neige, je ne sais pas. À part les films de Noël. Mais les 8 salopards, tout le monde a dit il faut vraiment accrocher à ce film. Il faut accrocher, il faut vraiment suivre. Et vous savez le plus drôle, parce que même si moi j'aime pas ce genre, j'ai pas eu du tout de mal à suivre le film. Et vous sentez le talent de Quentin Tarantino pour écrire ses dialogues, pour écrire son scénario et pour réaliser ce film. Le mec m'a accroché du début à la fin. À part à une scène, je sais plus laquelle, je crois qu'il y avait des personnages féminins, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, pour vous dire. Mais voilà, il y a un truc qui m'a pas accroché. Mais sinon, il y a des plans séquences, il y a un plan séquence qui est génial. Et même à un moment, je connaissais pas cette technique, je crois que c'est la demi-bonnette si je me trompe pas. C'est quand genre il y a le point qui est fait à l'arrière-plan, ou je crois que c'est ça, je sais plus. Il y a genre la profondeur de champ est particulière, ce qui fait qu'à un moment c'est flou, il y a un endroit c'est net, et ça ne devrait pas être net normalement avec une simple caméra. Et il a mis un filtre à moitié sur l'écran, il me semble, à moitié sur la pellicule, parce que c'est tourné en pellicule. Et donc du coup, voilà, il a mis une demi-bonnette pour que la profondeur de champ soit particulière. Mais voilà, en tout cas, je connais le truc. Et donc du coup, enfin, je connais le truc grâce à ce film, parce que je connaissais pas, je me suis demandé, mais c'est quoi ta technique, Quentin, enfin Tarantino, on se tutoie Quentin. Hein. Voilà, je savais pas, je connaissais pas la demi-bonnette, je crois que c'est le nom là, donc voilà. Je connaissais pas, je me suis dit, mais comment il a fait ce truc, ça, c'est hallucinant. Enfin voilà, c'est juste génial. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu surpris, c'est que le sang fait vachement bolognaise. On dirait de la sauce bolognaise, ce truc. C'est beaucoup trop orange, je trouve. Après, c'est peut-être dû au sang qui est sec, mais même le sang, enfin, j'ai vu beaucoup de films d'horreur, c'est pour ça que je dis ça, le sang en général, il est très rouge. Alors dans les films d'horreur, ils aiment montrer vraiment l'aspect rouge du sang, pour vraiment montrer le côté horreur. Mais dans ce film-là, c'est un peu orangé. Je sais pas, c'est peut-être naturel, hein, je sais rien, peut-être qu'il a fait des tests, genre commencé ou naturel comme ça. Enfin voilà, je sais pas. Et d'ailleurs, aussi, dernier défaut que j'ai remarqué à ce film, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais le mec il pointe 2 pistolets sur lui, il flingue avec ses 2 pistolets, la tête elle explose. Je sais que t'aimes le gore Tarantino, mais abuse pas. Enfin, 2 pistolets, ça fait au pire 2 balles dans la tête, mais ça fait pas exploser le crâne, la tête entière. Je sais pas. Je sais pas, je me suis dit, mais c'est abusé quand même. Voilà. Mais sinon, voilà. J'ai le collector. Et c'est pas pour rien. Avec le petit morceau de pellicule. Voilà. C'est génial. Voilà. Tourné en pellicule 75 mm, si je me trompe pas. Non, 70. 70. Mais je crois que 75 parce qu'il y a la bande son avec, mais je sais plus. 70 mm. Je dis des conneries. Mais bon, voilà. Tourné en 70 mm. Voilà. Un amour de la pellicule, ça se ressent. Le film est magnifique visuellement. C'est bien filmé. Il y a des retournements de situation. Le mec se fait plaisir niveau sexe. Voilà. Bon, je repense à la scène de Samuel L. Jackson qui s'éclate dans le film. Samuel L. Jackson qui... Waouh. Magistral. Comme tous les autres acteurs d'ailleurs et actrices. Mais voilà. Là, la scène où Samuel L. Jackson prend le mec blanc et voilà. Vous comprenez. Tarantino, on t'aime. Voilà. Du coup, voilà. 8e place de ce classement. The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Bravo Quentin. Juste bravo. On passe à la suite. Alors numéro 7, je ne sais pas si ça va en décevoir beaucoup, mais franchement, numéro 7, Captain America 3 Civil War. J'attendais beaucoup ce film, vraiment. Le combat Iron Man contre Captain America, évidemment la team Captain America et team Iron Man, je l'attendais vraiment. Du coup, Spider-Man aussi, je l'attendais, j'en reparlerai, mais voilà. J'étais très content. Alors, j'arrive pas beaucoup à suivre tous les trucs des Russes, machin, je comprends pas tout dans le film. Ce qui m'importait vraiment, c'était l'action et un peu le côté scénaristique, évidemment. Il y a un truc qui me faisait très peur dans la bande-annonce de base, c'est le fait qu'ils se battent, mais pourquoi ils se battent? Dans la bande-annonce, je me suis dit, mais est-ce qu'ils vont trouver vraiment de vraies excuses pour se battre? J'avais vraiment très peur. Je me suis dit, l'enjeu, ça va juste être de se battre parce que machin n'est pas d'accord, machin n'est pas d'accord. Et je pensais vraiment qu'il n'y aurait aucune raison valable. J'avais très peur de ce côté-là. Et finalement, ils ont vraiment trouvé d'excellentes raisons, je trouve, vraiment. Enfin, j'ai plus vu le film depuis longtemps, même si je l'ai en Blu-ray Steelbook, mais voilà. J'avais vraiment très peur et j'étais vraiment très content de constater que c'était pas con. Voilà, vraiment, c'était vraiment pas con et j'étais vraiment très content. D'ailleurs, Tony Stark
a avoué que c'était de sa faute pour Ultron, enfin voilà, il a pas avec Captain America et tout, il a dit ouais c'est de ma faute pour Ultron machin, enfin voilà. Oui parce que j'ai jamais prononcé Ultron en américaine, c'est mieux. Ultron. Et Tron ce serait aussi rapide à dire. Bref, donc du coup voilà, j'étais très content. Alors pareil, je sais plus ce que vous dire, oui, Spider-Man. J'aimais beaucoup Spider-Man dans ce film, mais plus j'y pense, moins je l'aime. Aïe. Le problème, c'est que je suis fan du sud de Sam Raimi. J'aime beaucoup The Amazing Spider-Man, surtout le 2, qui est l'un de mes Spider-Man préférés en passant. J'ai trouvé ce film hallucinant. Et ouais, alors déjà, le jeune ado, bon, c'est pas dérangeant. Mais alors, son costume, les mecs, c'est un pyjama. C'est un pyjama. Je suis désolé, on a l'impression qu'il est ultra fin. Et vous savez, ça me fait penser un petit peu au surfeur d'argent. Genre le truc, on dirait que c'est du métal ou même du tissu très fin, mais enfin je sais pas. C'est très particulier. On dirait que c'est du métal, mais genre qui peut bouger et se désarticuler comme il veut. Je fais des gestes de malade juste pour illustrer ça. Je sais pas, j'ai pas compris son costume. Et pareil, c'est quoi cette araignée sur son costume? C'est une araignée dessinée par un enfant de 4 ans. Autant les araignées des anciens Spider-Man, les pattes étaient rallongées, c'était vraiment l'araignée imposante. Là, c'est des petites araignées, des petites pattes comme ça. Les mecs, où c'est que vous avez vu cette araignée, sérieusement? Puis pareil, ses yeux. C'est quoi ces yeux qui se dilatent? Alors je sais pas si c'est dans les comics, hein, j'en sais rien. Honnêtement, si c'est dans les comics, je m'en excuse, je critique ça pour rien, mais c'est quoi ces yeux qui se dilatent? Genre c'est un costume, les mecs. C'est pas un robot. Iron Man, j'aurais compris, mais c'est pas un robot. Enfin, j'ai pas compris. Le délire des yeux, j'ai pas compris. Et voilà. Du coup, non, Spider-Man, déjà son humour me... Au début, j'avais pas trop de mal. Je me suis dit, c'est pas mal. Parce que l'humour dans les Marvel, des fois, c'est pas trop ça. Mais voilà, son humour, plus j'y pense, et plus j'ai revu un peu des extraits du film récemment, parce que j'ai le Blu-ray et le DVD. Mais voilà, enfin, quoique le DVD, je sais plus si est dans le steelbook, parce que je dis DVD, mais je sais plus. Enfin bref, je l'avais revu, ou pire, je l'ai téléchargé. Mais voilà, en tout cas, j'avais revu des scènes du film, et je me suis dit, mais putain, l'humour est forcé dans ce Spider-Man. Oh les mecs. Enfin, plus j'y pense, moins j'aime ce Spider-Man. Voilà, désolé. Bon, on verra dans Spider-Man Homecoming que j'irai voir forcément, vu qu'il y a Tony Stark, vu qu'il y a Iron Man dedans. D'ailleurs, alors c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que quand j'étais gosse, parce qu'on a tous vécu ce moment, étant gosse, on voulait imiter son super-héros préféré. Mon super-héros préféré, c'était Spider-Man, clairement. Bon, aujourd'hui, ça l'est un peu aussi, mais il y a aussi Iron Man. Et du coup, mon héros d'enfance, donc moi, en fait, j'ai l'impression d'être un peu Spider-Man, c'est-à-dire le petit adolescent qui a envie d'être un super-héros et tout, qui a envie d'être vraiment héroïque, qui rencontre son idole Iron Man. Parce que moi, étant gamin, voilà, je voulais mettre dans la peau de Spider-Man. Voilà, je jouais et tout, j'étais Spider-Man dans ma tête. Et du coup, j'ai rencontré Iron Man dans les Marvel quand j'ai commencé la MCU à regarder les films. Et même son design Iron Man, je suis sûr qu'il se design. Du coup, voilà, ça fait un petit peu le mec qui est fan de Spider-Man, qui veut devenir Spider-Man et qui rencontre son idole plus tard Iron Man. Et je me suis vraiment senti à la place de ces personnages, enfin de ce personnage surtout, Spider-Man, l'adolescent qui rencontre son idole. Voilà. Quand j'ai vu qu'ils étaient ensemble, je me suis dit putain, c'est beau. Ça m'a vraiment rappelé moi-même mon enfance, enfin voilà. Enfin mon enfance jusqu'à mon adolescence où j'ai rencontré Iron Man, enfin rencontré, voilà, compris. Mais voilà. En tout, c'est génial. Donc voilà, Spider-Man, je suis pas fan. On verra bien dans Homecoming. C'est Spider-Man que j'aime le moins, même si j'aime bien. Par contre, son costume, voilà, je peux pas le blairer. L'araignée dessinée sur son costume, je peux pas le blairer. Ses yeux qui se dilatent, j'ai pas compris le délire. Mais sinon, voilà. Par contre, la scène où ils se battent tous les deux, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Genre quand ils sont boucliers face à main et que ça, enfin voilà, le verso du steelbook, là où ils sont face à face. Même le combat de soldats de l'hiver avec eux deux, dans un truc enfermé comme ça, les gens. Enfin, vous aurez pu faire ça aéré, vous aurez pu faire des plans séquences et tout. Enfin, c'est les frères Rousseau, ils font des trucs hyper cut, mais ils auraient pu faire des plans séquences et tout. Je sais pas, tourner autour d'eux, voir comment ils se battent et tout. Enfin, ça aurait été magnifique. Vous avez bien fait des plans séquences, des panoramiques et tout quand ils étaient dans la scène de l'aéroport. Donc pourquoi ne pas faire des trucs? Surtout que c'est le combat phare du film avec la scène de l'aéroport. C'est Iron Man contre Captain America. Vous aurez pu faire plein de trucs, des mouvements de caméra géniaux. Enfin, je sais pas, c'est dommage. Franchement, rester stable, en plan fixe, avec eux qui se combattent, on dirait un peu des handicapés quand même, mais c'est dommage. Donc voilà, c'est un peu dommage de ce côté-là, mais j'ai aimé le film. J'ai beaucoup aimé le film.
Oui, je l'ai préféré à The Revenant, Sully et Les 8 salopards, mais je m'en fous. J'ai vraiment accroché à mort à ce film. C'était génial. Voilà. Même si je reconnais ses défauts, parce que j'en ai entendu certains qui, comme Durandal ou d'autres youtubeurs qui disaient ses défauts, j'en suis conscient. Comme d'autres films, comme Star Wars 7. Mais je kiffe ce film. Donc franchement, Civil War, génial. Voilà. Ah oui, pour terminer sur Civil War, le fait que, après l'ère d'Ultron, qu'ils disent ce serait quand même bien qu'on impose une loi pour dire regardez les conneries que vous avez fait dans New York, regardez les conneries que vous avez fait là, vous détruisez toutes les villes et tout le monde va bien. On fait des milliards de morts, mais tout va bien. Et c'est vachement bien que le film reconnaisse les erreurs des précédents films et pour se dire tiens, on va quand même prouver aux spectateurs que on est des blockbusters à la con entre guillemets parce que beaucoup le pensent. Et donc du coup, on va se dire ce serait bien quand même de prouver qu'on n'est pas aussi con et qu'on reconnaît qu'on a fait plein de destruction et tout et qu'on a détruit plein de vies humaines. C'est vachement bien. Donc voilà, dernier point que je voulais souligner Civil War, c'était génial. Voilà. Numéro 6. Il faut savoir que numéro 6, je ne pensais pas. Vraiment pas. Ce fut une surprise colossale. Et je remercie mon frère si tu me regardes, très cher Arnaud. Je le remercie parce que je n'étais pas censé voir ce film au cinéma. Et grâce à lui, j'ai pu découvrir ce film au cinéma, sur grand écran, dans une ambiance cinématographique géniale. Et franchement, je suis très content. Tu ne tueras point de Mel Gibson. Waouh! Beaucoup le savent, je n'aime pas les films de guerre. J'ai vu Full Metal Jacket parce que c'est un film fondamental à voir de Stanley Kubrick et parce que c'est un film fondamental de tout court, un film culte. J'avais apprécié Full Metal Jacket. Par contre, Tu ne tueras point, j'ai adoré. C'est un film de guerre, mais j'ai adoré. Mais le fait que ce soit pas un film de guerre, entre guillemets, normal, le fait que le mec soit traumatisé par un événement de son passé et qu'il soit à fond dans la religion et qu'il se dise non, je veux pas toucher d'armes. Et on se dit mais putain, mais c'est fou. Tu vas à la guerre, tu veux pas toucher une arme. Où va le monde? Et le mec, il se fait vraiment prendre pour une pédale entre guillemets. Enfin voilà, parce qu'il ne veut pas toucher d'armes. T'es une flippette, une pédale, bah vas-y dégage. On te rejette. Et le mec jusqu'au bout, il se dit non, je ne veux pas toucher d'armes. C'est génial. Du coup, quand voilà, il s'engueule avec tous les supérieurs, les commandants, les sergents, les généraux, tout ce que vous voulez, et waouh. Et même la scène où ils reconnaissent tous que la loi autorise à ne pas porter d'armes, je vais les larmes aux yeux. C'était magnifique. Cette scène au tribunal était magnifique. Ils accordent le droit là. C'est génial. D'ailleurs, le début du film, quand il est avec sa copine, etc., quand il est avec l'infirmière, le côté niais d'Andrew Garfield. Ah, c'était trop bien. C'était trop drôle. Ah putain, le mec il sourit, mais... C'était génial. J'ai rigolé. J'ai pété à fou rire, c'était génial. Franchement, le voir de façon niaise comme ça, c'était énorme. Du coup voilà, c'était tellement mignon. C'était trop mignon. Bon bref, j'ai vraiment adoré ce film. Alors je sais plus comment il s'appelle, le personnage d'Andrew Garfield. Tant pis, je sais plus. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. D'ailleurs, Andrew Garfield, je croyais pas à cet acteur. J'ai vu la bande-annonce de ce film, hein, j'avais vu la bande-annonce. Je n'y croyais pas du tout à cet acteur. Et bah putain, je ne me suis jamais autant trompé sur un acteur. D'ailleurs, comme dirait Général, je me suis jamais autant trompé sur un soldat, enfin sur un homme. Voilà. Et quand il a dit ça, d'ailleurs, Général, dans le film, je me suis dit, c'est vraiment ce que je pense de cet acteur. Je pensais vraiment pas qu'il allait faire ça. Franchement, au niveau, enfin, physiquement, c'est un petit peu comme dans l'autre, dans The Revenant dont j'ai parlé, je m'attendais pas à ce que cet acteur soit dans ce film, parce que physiquement, ça lui va pas vraiment. Mais mon Dieu, ce qu'il est bon. Voilà. D'ailleurs, un truc qui m'a épaté dans ce film, c'est que on voit la scène, enfin la guerre de loin, on voit tout ça de loin, on voit les explosions et tout, on se dit putain, c'est magnifique la guerre, putain, c'est trop poétique, c'est trop beau. On arrive dedans, ben, je peux vous dire qu'on a plus envie d'y rester. Waouh. Ah, c'est violent, hein. Ah, je revenais pas de la violence. Je me suis dit, ah ouais, c'est violent. Waouh. Bon, par contre, au bout d'un moment, je me suis un peu fait chier, je le reconnais parce que voilà, la guerre, bon, c'est toujours la même chose. Au bout d'un moment, je me suis dit, oui, bah, les mecs, c'est la même chose. Enfin, voilà. Par contre, la scène de fin, waouh. Alors, d'ailleurs, c'est le premier film qui dure, je crois, 2h30, un truc dans le genre. C'est le premier film que je vois aussi long, et je me dis,
vous auriez pu faire plus longtemps. Encore The Revenant, je me suis vraiment fait chier. Mais alors, à la fin du film, je me suis dit, merde, c'est déjà fini. Ah merde. Ah, j'aurais voulu rester plus longtemps. Ah, j'aurais voulu vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais du coup, je n'ai pas, spoiler, mais il est mort ou pas? Je sais plus. Enfin, ou bien il est juste blessé, mais le fait que le plan le monte jusqu'aux cieux comme ça. Ah, c'est beau! Oh mon Dieu! Ah, c'est beau! Donc voilà, tu ne tueras point. Énorme surprise de 2016. Moi qui n'aime pas les films de guerre, bah mon Dieu! Ceux qui aiment les films de guerre et qui n'ont pas vu ce film, regardez-le, allez le voir! C'est une obligation. Et d'ailleurs, ce film, je ne pensais pas, mais ça aussi qui m'a fait réagir, mais les premiers jours qu'il est sorti, au niveau des notes spectateurs sur Allociné, Forrest Gump à 4,6, il est passé à 4,7. Je me suis dit, putain, il est vraiment passé au-dessus de Forrest Gump, qui était numéro 1 des notes de spectateurs sur Allociné. Le numéro 1 des meilleurs films de tous les temps. Et encore aujourd'hui, 4,6, il a dépassé, il est passé au-dessus de Forrest Gump au niveau des notes de Allociné. Et de quoi halluciner justement. Il est passé numéro 1 de Forrest Gump. Forrest Gump qui était un chef-d'œuvre ultime. Et voilà, d'ailleurs dans ma FAQ numéro 3, je crois que j'avais dit c'est presque un chef-d'œuvre, mais non, c'est un chef-d'œuvre Forrest Gump. Putain, il y a Tom Hanks en plus. Mais voilà, tu ne tueras pas passer au summum du cinéma de guerre, il le mérite largement. J'aime pas les films de guerre, j'ai aimé Tu ne tueras point, j'ai même adoré Tu ne tueras point. Il faut le voir, c'est obligé. Et il faut l'adorer, c'est obligé. Tu ne tueras point, magnifique. Merci Mel Gibson. Ensuite, passons au numéro 5. Je suis très content d'avoir aimé ce film parce que j'espérais l'aimer. Numéro 5, The Neon Demon. Waouh. Alors ce film, c'est un petit peu comme The Revenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de lignes de synopsis. Il y a genre une ligne de synopsis, genre la nana qui vient qui veut faire mannequin et qui dépasse tout le monde parce qu'elle est plus belle que tout le monde. Voilà. Ça va pas plus loin au niveau scénario. Enfin, niveau scénario, niveau synopsis en tout cas. Et c'est une tuerie visuelle. Ce film, je pourrais le décrire en une phrase. Ce film est une photographie professionnelle en mouvement. C'est hallucinant. Chaque plan de ce film est une tuerie visuelle. Comme The Revenant, mais voilà. Alors, pourquoi j'ai mis The Revenant à la fin? J'ai mis ce film ici. Parce que The Neon Demon, j'ai accroché de bout en bout. J'ai accroché de bout en bout. J'ai pas décroché une seconde de ce film. C'est hallucinant. C'est... Voilà. Autant ce film, il y a des moments où il se passe vraiment rien. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans qui sont vraiment trop longs pour rien. Il y en a beaucoup qui vont dire « Mais Vincent, c'est trop long pour rien parce que c'est poétique. Essaie de t'ouvrir, comprends un petit peu le cinéma, le visuel du cinéma. » Mais ce film est long des fois, beaucoup trop long. Et c'est dommage. Enfin voilà, mais putain, The Neon Demon, il est magnifique. Et même niveau scénario, même si le scénario tient sur une ligne, c'est magnifique visuellement. Ah la vache. Je l'ai pas encore acheté en Blu-ray parce que je comprends non plus le prendre à 25 balles, mais je le prendrai en Blu-ray, c'est sûr et certain. Voilà. Je suis tombé amoureux de ce film. Et de plus, l'actrice est mignonne. Voilà. Je pose ça là. Elle est très belle. Donc voilà. D'ailleurs, il y a un plan, celui-ci. Ah, c'est trop beau. Ah, même l'apparition du titre, c'est trop beau. Ah oui, d'ailleurs, après l'apparition du titre, il y a un chant contre chant miroir. J'ai halluciné. Ah, on sait plus où sont les actrices en train de parler, c'est des miroirs comme ça. Chant contre chant miroir. Le contre-champ se fait dans des reflets miroirs, on sait plus où sont les actrices, on est dépaysé et c'est génial. Enfin, c'est con on dit comme ça, mais ce chant contre chant, j'ai trouvé magistral. Voilà, je sais pas pourquoi, le chant contre chant avec les miroirs, c'était génial. Bref, The Neon Demon, magnifique. Pourtant, j'ai pas aimé le... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas retenu son nom à ce réalisateur. J'ai pas du tout aimé le début de Drive. Pour vous dire, j'ai arrêté au bout de 2 minutes de Drive parce que je trouvais pas là du tout le personnage de Drive charismatique. Il me faisait chier. Bref, peut-être que je reverrai Drive. Mais alors, ce film, il est génial. Bref, The Neon Demon, c'est une tuerie visuelle monumentale. On passe à la suite. Numéro 4 de ce top, The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist de James Wan. Vous voulez que je dise quoi de ce film? Vous savez déjà tout.
Alors évidemment, j'en ai fait une critique que vous pouvez voir juste en cliquant sur l'affiche, mais le dernier film de James Wan sorti en date. James Wan, tu vas me manquer pendant 2 ans. Hein. Tu vas me manquer. Hein. T'es sur Aquaman qui va pas sortir avant 2018. Tu vas me manquer, je te jure. Waouh. Putain. Conjuring 2. Alors, comme j'ai dit dans ma critique, et je pense que je peux traduire mon avis en une phrase, pardon, c'est clairement pas le film qui m'a fait le plus flipper, mais bordel, parce que c'est ingénieux. Vraiment. C'est ingénieux de bout en bout. Vous irez voir ma critique, j'ai pas plus à dire sur ce film. Le retour de James Wan, la suite de Conjuring. Voilà. Je préfère pas le 1 au 2 et vice versa, les deux sont géniaux. Voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. James Wan, tu fais un boulot de titan. Tu as réinventé l'horreur. Après John Carpenter, après Wes Craven, après sans doute d'autres réalisateurs ultra connus du cinéma d'horreur que je pourrais pas citer maintenant parce que j'ai pas les noms dans ma tête. Voilà, je mets le nouveau maître de l'horreur du 21e siècle, et parmi nous, James Wan. J'espère que Leguanel va revenir après son Insidious 3 pour nous faire un putain de bon film d'horreur, ou un putain de bon film d'autres genres, on sait pas, comme James Wan qui est passé de Fast and Furious 7, etc., et qui passe à Aquaman dans DC. Je ne suis pas fan de DC, mais tant mieux s'il va sur Aquaman, peut-être qu'il me fera aimer DC. Mais voilà, DC là, justement, on verra. En tout cas, Conjuring 2. Alors oui, j'ai vu d'ailleurs que le titre en VO, ce n'est plus The Enfield Poltergeist, mais bien The Enfield Case. Le K. Enfield, je n'aime pas le titre en VF. Ok, le titre en VO, c'est le même, mais je préfère le titre en VO, de toute façon. Je préfère The Enfield Poltergeist, évidemment. Mais voilà, The Enfield Case, c'est vachement bien, quand même. Donc voilà, Conjuring 2, il faut le voir, c'est tout. C'est le meilleur film d'horreur de cette année. Voilà, je vous spoil déjà, mais il n'y a pas d'autres films d'horreur qui viendront jusqu'au numéro 1. Mais voilà, Conjuring 2, bordel de merde, de James Wan. James Wan, je t'aime. James Wan revient à nous avec d'autres films d'horreur. Le Conjuring 3 ne sortira pas avant 2018, j'espère, en temps qu'il le fasse. Il ne sera pas fait par James Wan ni par Leguanel à ce qui paraît. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'il va donner, j'ai très peur. Voilà, sachant que ce n'est pas Leguanel qui va continuer la trilogie. J'espère que ça ne va pas se faire une saga, parce que va aller pas trop loin les mecs quand même. Mais voilà, c'est pas Leguanel qui fera le troisième. J'espère que ce sera un bon réalisateur. En tout cas, Conjuring 2, génial. On passe au podium. Numéro 3 de ce top, de mon top des meilleurs films de 2016 pour moi. Numéro 3, Zootopie. Meilleur film d'animation de 2016. Clairement, clairement. Ce film est hallucinant. Il est beau visuellement, il est magnifique. Mais alors le scénario, waouh! Alors déjà les punchlines de la lapine, génial. Mais alors l'enquête pour prouver que c'est pas une simple lapine qui veut se faire reconnaître de la police. Enfin, voilà, la discrimination, le racisme, tout ce que vous voulez. Ce film est génial. Putain, et je frappe mon Apple Watch. C'est génial. Ah, ça fait plaisir. Et j'avais les larmes aux yeux à la fin du film. Bon, Lotus, voilà, il est sympathique, voilà, je ne vais pas en dire plus. Mais voilà. En tout cas, Zootopie, c'est génial. J'ai même pas grand chose à dire. Il y a plein de critiques qui vont vous le dire, ce que je pense, donc voilà, j'ai pas trop à argumenter dessus. Voilà. Le rythme du film est génial. La scène des paresseux, c'est l'une des meilleures scènes humoristiques du monde de l'animation. Voilà, clairement, voilà, le paresseux, je sais plus comment il s'appelle, mais... Ah, c'est génial. Bref, il m'a fait beaucoup rire. Et... Ah putain, Zootopie. Les punchlines de ce film, rien que le policier qui fait chier le monde et putain, les arguments de fous qui sortent pour prouver que c'est une petite lapine flic mais qu'elle a vraiment quelque chose. Et même quand la lapine, elle cite toutes les infractions que le renard a fait au début du film, quand ils se rencontrent, la punchline de l'année, clairement. J'ai entendu ce discours entre guillemets d'elle parce qu'elle dit, elle enchaîne toutes les lois, etc., toutes les infractions qu'il a fait, mais c'est incroyable. Elle l'enchaîne, mais d'une façon magistrale. Et c'est waouh. Je sais pas combien de fois j'ai dit génial, combien de fois je leur dirai, mais c'est génial. Voilà, ce film est magistral. J'ai pas été le voir au cinéma parce que la promo est pas passée par moi, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, voilà, je regrette. Je sais pas s'il était en 3D. En 3D, ça aurait été génial parce que c'est de l'animation. En 3D, l'animation, c'est toujours très bien. À part le monde de Dory qui était nul à chier en animation en 3D. Enfin, nul à chier, très bon, mais bon. Qui aurait dû être clairement mieux. Celui en 3D aurait été très beau, vraiment. Mais voilà.
Je l'achèterai, c'est sûr, en steelbook je pense. Voilà, dès que je le trouverai pas cher, j'espère. Mais voilà, Zootopie, de la perle d'animation de 2016. Voilà, c'est beau, très beau. Et c'est magistral. On passe au numéro 2. Numéro 2 de mon top 10 des meilleurs films de 2016. Numéro 2, Alice de l'autre côté du miroir. Alice de l'autre côté du miroir. Faut savoir que je suis pas fan du premier film de Tim Burton. J'ai bien aimé sans plus. Je vous cache pas que il y en a beaucoup qui vont me dire tu fais chier Vincent avec ça, mais je m'en fous. La 3D de ce film, c'est l'une des plus belles 3D que j'ai vues de ma vie. Pour vous dire, elle est presque indispensable. Et les gens qui ont fait la 3D là ont travaillé le relief de façon incroyable. Relief, profondeur, la 3D était parfaite. Vraiment. Toutes les scènes étaient très bien gérées. Alors j'ai été le voir 2 fois au cinéma. Ma deuxième séance en 3D, il y avait quelques plans mal gérés en 3D. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment ma séance sur laquelle je suis pas tombé, ou je sais pas, ou l'autre projet qui était un peu défaillant, mais la 3D de ce film. Je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire j'en ai rien à foutre de la 3D, Vincent, j'en ai rien à foutre, pas d'autre du film. Écoutez, il y en a qui défendent le bon cinéma français, il y en a qui défendent de bons trucs dans le cinéma, bah moi je défends la 3D et allez vous faire. La 3D était magistrale, et pour vous dire, il y a même un plan où on voit toutes les montres, enfin toutes les. Vous savez, les montres rondes avec les chaînes, je sais plus comment ça s'appelle, mais genre dans l'univers du temps, enfin voilà, le plan en 3D était tellement. Enfin, la 3D de ce film est tellement bonne et tellement travaillée pour le film qu'il y a un plan qui était exagéré en 3D, qui faisait presque mal aux yeux, tellement la 3D était poussée à un maximum. Il n'y a aucun autre film qui fait ça. Aucun. Et c'est génial. La 3D de ce film était magistrale, elle était parfaite. Je me souviens de la 3D de Bob l'éponge et Aéro sur de l'eau qui était génialissime. J'en parlerai d'un autre film qui sera dans la 3e vidéo, dont la 3D était géniale, mais ce film en 3D est génial, elle est époustouflante. Donc merci pour ceux qui ont fait la 3D de ce film, putain. Enfin, des gens qui peuvent montrer que la 3D est pas morte. Voilà. Bref, j'en ai fini avec la 3D, je suis très content. Donc du coup, le film en général est magnifique. En fait, j'ai rien à dire sur ce film, il est juste magnifique. Les couleurs sont géniales, l'histoire est géniale. Voilà, les couleurs, le film, c'est génial. Voilà, j'ai rien de plus à dire dessus. D'ailleurs, un truc que je comprends pas, c'est que les affiches du film sont très féminines. On dirait que c'est un film pour filles, alors que non. Même le Chapelier, là, on dirait que c'est un film pour filles. On dirait que c'est une fille Chapelier là-dessus. C'est Johnny Depp, putain. C'est un mec qui joue le rôle. Le personnage est un mec, c'est le Chapelier, c'est pas la Chapelière. Et donc, du coup, voilà, c'est. Pourquoi on vendrait presque ça pour un film pour filles, alors que non, bordel de merde, c'est pas un film pour filles. Voilà, alors déjà, de base, je suis pas fan de l'acteur qui joue le temps, je sais plus comment il s'appelle. Ah non, je sais plus, j'ai pas envie de dire un nom au pif comme ça, mais voilà. Même si j'ai beaucoup aimé cet acteur dans Hugo Cabret, que je chéris, qui est mon Scorsese préféré, voilà, cet acteur-là, je l'ai pas spécialement, je l'ai pas aimé dans Le Dictateur, où j'ai arrêté au bout d'un certain temps du film parce que ce film me gonflait, mais voilà, cet acteur est génial, et puis même les autres actrices, voilà, c'est. Je peux rien vous dire sur ce film, à part qu'il est juste magnifique, c'est tout. Enfin, visuellement, c'est tuerie, scénaristiquement, j'adorais ce film. Et je vous cache pas que 50% du film, je juge au niveau de sa 3D. Parce que voilà, parce que j'avais envie de parler de la 3D, parce qu'elle était géniale, et puis c'est tout. Voilà. Du coup, allez de l'autre côté du miroir, allez mes coups de cœur de 2016. Vraiment. Mais ce n'est rien à côté du numéro 1, dont je vais parler tout de suite. Donc, la perle ultime pour moi de 2016, la plus grosse surprise de 2016 pour moi, et là où il y en a beaucoup qui vont être déçus, je me mets bien dans le cadre parce que je veux absolument montrer que je fais des grands gestes. Ce film était une tuerie, ce film était magistral. Il y en a beaucoup qui vont dire tu te fous de la gueule du monde Vincent, comparé au flop, mais numéro 1, ma plus grande surprise de 2016 est Doctor Strange. Voilà. Voilà. C'est un Marvel. Le dernier Marvel en date. J'ai découvert dans ce film, alors découvert, je sais plus, peut-être que j'ai vu dans d'autres films, je sais pas, peut-être en second rôle, je sais pas, Benedict Cumberbatch.
que j'avais vu en Smoke, certes, mais bon, c'était pas, voilà, physiquement, c'était pas lui. Et waouh, là, cet acteur, je l'ai découvert vraiment dans ce film. J'ai découvert également dans Sherlock, qui est une série que j'adore, voilà, qui est excellente, que je vous conseille. Moi-même, qui n'a pas beaucoup de séries, je vous la conseille, parce que si moi je dis que cette série-là est bonne, sûrement que vous allez la kiffer, parce que je regarde très peu de séries, donc voilà, si j'aime cette série, voilà, le montage est excellent d'ailleurs dans Sherlock, excellent. Bref, pour Doctor Strange, c'est magistral. C'est déjà ce que j'adore dans ce film, c'est le fait que les effets spéciaux, ils vont à un niveau d'effets spéciaux, c'est hallucinant. Ils ont pris du LSD, ils ont fait le film. Ils ont poussé le numérique à un point. Et le pire, c'est encore dans les films fantastiques, dans les films de magie, etc. On pourrait se dire c'est de la magie, machin. Mais là, c'est réaliste. Mais là, le fait est que c'est des bâtiments réels, de la vraie vie. C'est New York, c'est machin. Et les bâtiments se déforment complètement. Ils passent de la réalité et ils la transforment au virtuel en effets spéciaux énormissimes qui partent dans tous les sens, à la Inception, kaléidoscopique. Ah, ah c'est génial. C'est génial. Bon, évidemment, je suis conscient, j'adore le personnage. Vous savez pourquoi j'aime le personnage? Parce que c'est un putain de Tony Stark. Parce que le mec, c'est un gros connard. Il a un accident de voiture magistral. Il peut plus servir de ses mains. Malgré tout, après son accident, c'est un gros connard de base de toute façon. Il me semble que Tony Stark, quand il a eu son accident avec les explosions et tout, il est quand même devenu gentil et raisonnable après ça. N'empêche que Doctor Strange, lui, voilà, c'est toujours un gros connard après son accident. Et après, il finit par vraiment enfin voilà, montrer de la pitié, enfin, pas montrer de la pitié, mais voilà, je veux apprendre. Teach me, teach me. Ça va devenir un mème, ça. De toute façon, je crois que c'est déjà devenu un mème, mais ça va devenir une réplique culte. Teach me. Voilà, j'ai vu en VF, mais voilà, je sais qu'en VO, c'est génial. Par contre, c'est con, c'est qu'en VF, à ce moment-là, il dit apprenez-moi. Alors que t'es chez une personne qui s'appelle l'Ancien, qui va t'apprendre des trucs magiques et mystiques. Je pense que le verbe approprié, ça aurait été enseignez-moi. Ça aurait été parfait, vraiment. C'est dommage, hein, apprenez-moi, franchement, c'est dommage. Vous auriez pu réfléchir à deux minutes, les mecs, quand même. Mais voilà. Et puis voilà, le côté mystique, les voyages temporels et tout, les couleurs, les machins, ça se balance de partout, ça n'a pas de limite, les effets spéciaux, c'est génial. Les dialogues, c'est pas philosophique non plus, faut pas abuser, faut pas déconner, mais c'est ultra recherché. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est cliché, c'est le mec, le gros connard, qui va se retrouver seul, et il va demander de l'aide à un mentor, genre Gandalf ou Hagrid ou Dumbledore, on sait pas. Il va avoir des pouvoirs parce que c'est l'élu, et après il va avoir des pouvoirs, il va y avoir le côté des ténèbres, il va battre le méchant, et ça y est, ouais, il a battu le méchant, waouh. Ça va tellement au-delà de ça, les gens, ça va tellement plus loin. Les dialogues, je suis d'accord que le méchant est pas super charismatique, mais... Ah j'ai beaucoup peur de... Ah. Mais voilà, ce film, waouh, c'est halluciné. Et c'est même pas que les effets spéciaux, je vous dis, c'est vraiment le scénario en général. Je veux dire, les effets spéciaux ont beau partir en couille comme j'adore, mais le scénario, les discours de l'ancien, c'est génial. Je suis en train de péter un câble, mais les mecs, ah, c'est génial. En fin de compte, j'ai pas énormément de choses à dire. La 3D était pas trop mal, ça aurait pu être mieux. Mais même si la 3D aurait pu être mieux, je pardonne sa 3D parce que le film est génial. Voilà, c'est juste ça. Et voilà, ceux qui n'ont pas aimé le film, voilà, vous n'avez pas aimé, tant pis pour vous. J'aurais aimé Rogue One, mais je préfère vraiment aimer Doctor Strange. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez fascinant, c'est que, enfin fascinant, qui m'épate pas mal, c'est que il y a tout juste un an, en janvier 2016, je m'en foutais de ce projet, vraiment, je connaissais pas l'univers, je m'en foutais complètement déjà. Doctor Strange, Docteur étrange, bravo les mecs, manque d'inspi. Mais sinon, je m'en foutais de ce film, j'ai vu la bande-annonce, et putain. Alors, je vais être vulgaire, mais la bande-annonce, c'était bandant. Voilà, c'était génial. Du coup, j'attendais beaucoup ce film, et voilà. Et à la fin de la séance, j'étais comme ça. Merci Scott Derrickson. Après ton Sinister que j'ai surkiffé, après ton Délivre-nous du mal que j'ai beaucoup aimé, j'ai pas revu depuis, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas revu ce film, mais j'ai acheté en Blu-ray, donc je le reverrai un jour, que j'avais beaucoup aimé à mes souvenirs, qui étaient très sombres. Et nous revenons avec Doctor Strange. Scott Derrickson, je t'aime, voilà, je t'aime. T'es un de mes réalisateurs préférés du coup, vraiment. Scott Derrickson,
Donc vraiment, j'ai rien de plus à dire sur ce film. J'ai kiffé le scénario, j'ai kiffé les effets spéciaux. Par contre, le caméo de Stanley, il était très bon, mais sa VF à Stanley, j'ai pas compris. C'était pas terrible. Mais voilà. Déjà, le fait qu'il l'ennemi, de vaincre l'ennemi par intelligence comme ça, en se foutant de sa gueule, c'était génial. D'ailleurs, la 3D, quand il était devant l'ennemi, là, sur son truc, sur son truc très coloré, qui avait l'ennemi dans la galaxie et tout, la 3D était excellente. En fait, la 3D dans ce film, c'est surtout que, en fait, surtout le cas même dans Civil War, c'est-à-dire que la 3D, quand c'est trop rapide, enfin, quand l'image est trop rapide, la 3D n'arrive pas à suivre. Ça saccade, genre, là, on a l'image, là, on a la 3D, et genre, j'essaie de mettre bien, et genre, quand l'image part, bah, la 3D a tendance à saccader et à ne pas la suivre. Et du coup, quand l'image s'arrête, bah, elle va progressivement vers l'image. C'est ce que j'appelle une 3D mal gérée, elle n'arrive pas à suivre la fluidité de l'image. Ça fait pareil d'ailleurs pour X-Men Apocalypse, dont je parlerai plus tard, dans l'autre vidéo, la troisième vidéo. Voilà, la 3D, elle n'arrive pas à suivre, et c'est dommage. Et c'est pour ça, il y a des moments où la caméra est pas fixe, mais elle voyage très légèrement, et la 3D arrive pas à suivre, parce que c'est pas super rapide. Donc voilà, je parle encore de la 3D, je m'en fous, voilà, je fais ce que je veux, c'est mon top. Mais voilà, 3D, pas trop mal. Et Civil War, c'est pareil, la 3D, déjà, je pense que la 3D de Civil War, le problème c'était la profondeur de champ. Voilà, il y avait trop de flou, il n'y avait pas assez de profondeur de champ pour faire de la bonne 3D, c'était pas super. Mais sinon, voilà, la 3D dans ce film, elle était pas trop mal, mais je lui pardonne la 3D banale. Parce que ce film est génial. Et pour ceux qui vont dire que ce film, c'est un gros film blockbuster à popcorn marvelesque, voilà, j'invente encore des mots, formidables, mais voilà, je m'en fous, vraiment. Le film a peut-être ses défauts. Certains qui ont lu les comics, voilà, le mec qui lit beaucoup de comics, il trouve que ce film est une merde parce qu'il s'attendait à autre chose. Ok, très bien. Moi, j'ai pas lu les comics, je m'en branle. J'ai vu le film, c'est mon Marvel préféré. Voilà, très clairement, c'est mon Marvel préféré. Je vais arrêter d'en parler parce que c'est beaucoup trop long. Mais voilà, en tout cas, numéro 1, ma plus grande surprise de 2016, le numéro 1, c'est Doctor Strange. Très clairement. Voilà. Merci Scott Derrickson. Donc voilà, j'espère que cette vidéo top vous aura plu. J'ai énormément parlé pour le numéro 1, j'ai énormément voilà, fait de grands gestes. Je suis très heureux parce que franchement, il y a des trucs que je ne m'y attendais pas. J'espère que vous serez très content que certains films que vous avez aimés durant cette année soient dans ce top. Il y a vraiment des films que je ne pensais pas les mettre, mais j'étais obligé parce que voilà, c'était génial. Donc voilà. Tant pis, voilà, donc pour ceux qui n'auront pas aimé le flop, j'espère que vous aurez aimé au moins le top, parce que putain, soyez reconnaissants vers mes goûts, hein, en général, à moi qui n'aime pas la guerre et les westerns, quand même. Donc voilà, j'espère que ce top vous aura plu. La prochaine vidéo, où je parlerai de plein de films de 2016, où je donnerai mon avis sur beaucoup de films de 2016, elle arrivera, après le flop et le top, mais elle arrivera. Je vous rassure, le temps de monter ces deux vidéos-là, et le temps de faire cette troisième vidéo, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir vu le flop, donc je vous rappelle qu'il est juste là. Si vous voulez le voir, foncez, voilà, donc si vous voulez pas le voir, bah, n'allez pas le voir, je m'en fous. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir donné beaucoup, voilà, assez d'arguments, j'espère avoir été assez clair sur les films qui sont dans les flops comme dans le top. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Moi, je vous dis, voilà, je vous souhaite une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Évidemment, une excellente année 2017 à vous tous. Voilà, que quelqu'un vous tende la main, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Voilà, je vous souhaite voilà, de l'amitié, de l'argent, de l'amour. Et avec un peu de chance, de la chance. Et donc moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit Star Wars, donc que ce soit Star Wars, HR100 qui viendront plus tard, mes autres projets aussi, les critiques. Je reviens, ne vous inquiétez pas, mes projets arriveront un jour, je fais ce geste avec Dr. Sun, je m'en fous. Et donc du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao et bonne année 2017. Bam!